Merci Franck. Bonjour Anne-Sophie. Merci d'être présente. Je sais que tu as bouleversé ton agenda et je voudrais vraiment te remercier pour ta participation. Euh, Tout d'abord parce que c'est un honneur de t'avoir et de pouvoir que tu puisses ouvrir ce colloque. Ça, c'est clair. Et puis, je ne vais pas être plus long et je te cède volontiers la parole. Encore merci, Anne-Sophie. Merci beaucoup Hugues et Franck. Bonjour Anne-Lucie. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Anne-Lucie, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour à tous ceux que je ne vois pas. Bonjour Mathilde, je vois Mathilde. Voilà, bonjour tous ces amis que je suis voilà, très, très heureuse de retrouver. Voilà, je serai pas très, très longue. C'est un magnifique projet, c'est un magnifique sujet, pardon. Et votre programme, du coup, dans lequel je me suis davantage plongée, est très alléchant. Donc voilà, j'aurais bien aimé l'écouter et y participer plus longtemps. Donc vraiment quelques mots d'introduction. Donc, pour vous dire évidemment ce dont chacun est déjà convaincu, hein, c'est que la formation continue tout au long de la vie, elle est un moyen de lutte contre le chômage, elle est un élément déterminant évidemment de la compétitivité des entreprises, elle est aussi un moyen d'émancipation, d'évolution des salariés, des travailleurs. Et c'est d'autant plus important, évidemment, pour ces derniers que l'on parle sans cesse de flexibilité des parcours professionnels et donc, par un effet un peu de boomerang, de flexibilité et de sécurisation des parcours professionnels. Et c'est sur cette sécurisation, finalement, que les établissements d'enseignement supérieur ont une carte à jouer, une responsabilité dont ils doivent s'emparer. On est aujourd'hui dans des parcours professionnels qui sont à la fois discontinus hein, dans le temps et puis également pluriactivité au même moment. Voilà. Donc, c'est un peu ça, me semble-t-il, je me suis un peu replongée dans tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, mais c'est un peu ça qui caractérise aujourd'hui un parcours professionnel, à la fois une discontinuité de ces parcours hein, dans la durée et puis également au même moment une pluriactivité. Et donc tout cela, cette discontinuité, cette pluriactivité, finalement, il faut que nous, on mette nos étudiants en capacité de s'en emparer ou en tout cas d'y faire face. Et c'est évidemment la question de la construction des compétences, des qualifications, des professionnalités au fil de toutes ces mobilités, professionnelles. Alors, j'ai également regardé, vous l'avez peut-être fait aussi, la formation continue dans l'enseignement supérieur public. Hein. J'ai regardé, non pas pour exclure le privé, mais la note du CIES là, que j'ai sous les yeux s'est intéressée à la formation continue dans l'enseignement supérieur public. Elle vient de paraître ou presque, mais elle est relative à cette formation continue en 2018. Et elle dit beaucoup de choses. Enfin, elle donne beaucoup de chiffres qui sont tout à fait éloquents. D'abord, cette formation continue dans l'enseignement supérieur public, encore une fois, que ce soit université, CNAM ou école, elle génère 480 millions d'euros. Et elle a accueilli en 2018 452 000 stagiaires, ce qui n'est évidemment pas rien. Ce montant de 480 millions d'euros, il est supérieur de 4% à celui de 2017, alors que le nombre de stagiaires, lui, il reste tout à fait stable. Cette formation continue, elle donne lieu à la délivrance de plus de 100 000 diplômes, dont 2 tiers de ces 100 000 sont des diplômes nationaux. Et ça, c'est une constante, là aussi, de ces dernières années. Ce que l'on apprend aussi, ça m'a beaucoup intéressé, c'est que les salariés et les particuliers sont toujours aussi nombreux hein, à suivre ces formations continues. Et parmi les particuliers, il y avait beaucoup de formations que l'on appelle interâges, c'est-à-dire des participations, et c'est aussi de la formation ne jamais cesser d'apprendre, je crois que c'est le titre de votre colloque. Eh bien, ces formations dites interâges, c'est de la participation à des conférences ou à des cours pluridisciplinaires dans un cadre non diplômant. Et elles accueillent parmi les particuliers, c'est une personne sur 3. Donc, ce n'est pas rien. Et ça montre aussi là la responsabilité sociale, sociétale des établissements d'enseignement supérieur.
où se concentre cette formation continue, territorialement parlant, dans 3 régions. Alors on n'est pas finalement aussi surpris que ça, hein, dans 3 régions principales. La première, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. 20% de cette formation continue publique est délivrée en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Île-de-France ensuite, hein, qui n'est pas première, 16%, et puis l'Occitanie à 12%. Dans quelle discipline, dans quel domaine se répartit cette formation continue? Eh bien, près de 60% des stagiaires se concentrent dans 3 spécialités. D'abord, les services aux personnes, qui accueillent 26% des stagiaires, hein, un quart des stagiaires. Puis, les sciences humaines et le droit, avec 16% des stagiaires. Et enfin, la gestion et le management. Voilà, donc je voulais vous donner ces quelques éléments issus d'une enquête, voilà, qui permettent de rebondir et d'identifier les points saillants, en tout cas, de la formation continue délivrée dans les établissements publics. Mais c'est évidemment le cas bien au-delà, au-delà de ces établissements publics, c'est le public, c'est évidemment le privé, ce sont toutes les écoles que vous représentez, et la CGE et les grandes écoles ont toujours été évidemment des acteurs privilégiés de cette formation continue. Les exécutives éducation prennent une place de plus en plus importante parce qu'évidemment, c'est une partie intégrante de leur modèle économique, mais c'est aussi la preuve, enfin l'illustration parfaite qu'il y a un changement culturel. Il y a un changement culturel qui n'est pas nouveau évidemment dans les écoles que vous représentez, mais qui est très fort et qui va se poursuivre. Il va se poursuivre parce que il me semble que la formation tout au long de la vie, encore davantage que la formation initiale, nous challenge toujours, nous fait nous poser sans cesse des questions. Quelles sont les fameuses compétences transversales? Il y a un atelier évidemment là-dessus, mais quelles sont les fameuses compétences transversales que l'on a envie de transmettre à nos étudiants? Ce sont elles, évidemment, qui vont permettre ces rebonds, qui vont permettre cette flexibilité, qui vont permettre cette sécurisation des parcours. Donc, quelles sont-elles? Une fois qu'on les a identifiées, je me suis aussi posé la question, est-ce que nous, on sait, enfin en tout cas, est-ce que moi, je sais enseigner ces compétences disciplinaires, ces compétences transversales? Je dis disciplinaires, ce qui est évidemment un lapsus très révélateur. Est-ce qu'on sait enseigner ces compétences transversales? Comment accompagner nos enseignants à sortir d'un enseignement purement disciplinaire, bien souvent, parce qu'on nous a enseigné de cette manière-là, et comment former les enseignants à enseigner ces compétences transversales? Comment sensibiliser nos étudiants aussi qui sont en formation initiale, que l'on a là sous la main, à la formation tout au long de la vie? Comment leur dire au moment où ils nous quittent, eh bien voilà, sachez que vous pouvez revenir et sachez que parce que je vous connais, parce que vous avez été un de mes étudiants, peut-être que je vous donne à vous, étudiants, à vous, alumni, un accès privilégié à cette formation tout au long de la vie que moi, école, moi, université, je délivre. Quels sont aussi les effets de cette formation tout au long de la vie sur la formation initiale? Trop souvent, peut-être encore, je me trompe peut-être en disant ça, c'était en fait assez intuitif, mais trop souvent, me semble-t-il, les équipes pédagogiques en charge de la formation tout au long de la vie ne sont pas celles de la formation initiale. C'est assez cloisonné. Comment mixer davantage ces équipes-là pour que, évidemment, chacun progresse dans sa manière d'enseigner, et puis évidemment, quels sont les effets, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de la crise que l'on vient de traverser, qui nous a appris à apprendre même à distance, pas toujours aussi bien évidemment, mais enfin en tout cas, on voit que ce n'est pas nul, hein, que évidemment on peut, et vous le savez puisque vous faites déjà beaucoup ça, mais on peut apprendre à distance. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces enseignements-là en matière de formation tout au long de la vie? Voilà, je dis un peu voilà, en vrac toutes les questions que m'a inspiré votre programme. Vous dire que j'espère avoir un compte-rendu, enfin que vous publierez les résultats de vos travaux et réflexions et que j'y serai évidemment particulièrement attentive. Et encore une fois, un grand merci à Lucie, Hugues et à vous tous de m'avoir convié, même quelques instants, à ouvrir ce beau colloque.